Mali-Algérie, la tension ne faiblit pas. Nous sommes le 6 septembre 2025. Peuple d'Afrique, peuple du monde libre, recevez nos salutations. Vous êtes bien sur African TV, une chaîne de télévision qui donne libre parole aux Africains, non seulement aux Maliens haïtiens, mais aux Africains de façon générale. C'est dans ce cadre que nous recevons des jeunes très engagés sur des questions d'ordre national, voire même international. À ma droite, vous avez M. Amadou Kone, et à ma gauche, vous avez M. Larba Baraya. Ils ont leur bonjour à votre égard. Amadou, votre mot au public qui nous suit. Donc, on remercie tous les téléspectateurs de Gani Malien sur le plan national et sur le plan mondial. Ok. Merci beaucoup, Larba. Oui. Bon, nous saluons tous les téléspectateurs de Gani Malien au Mali ainsi qu'à la diaspora. Donc, la salutation à tous les peuples de l'AES et de l'Afrique. Merci beaucoup et bienvenue à vous. Sans plus tarder, le Mali porte saisie tout simplement la Cour internationale de justice contre les agissements de l'Algérie. Principalement, il s'agit du cas de la destruction d'un drone du Mali en territoire malien. Entre voisins, devons-on arriver jusqu'à ce niveau? Pourquoi nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau? Amadou. Oui, il faut s'attendre à ça parce que l'Algérie est un pays frontalier du Mali. Ok. Donc, il est important de vous rappeler qu'il y a des régions du Mali qui est le Kidal, qui est à la frontière avec l'Algérie. Donc, le Mali vient de récupérer cette zone-là. Donc, les groupes armés qui étaient sur cette zone-là se sont réfugiés dans une région qui s'appelle Tezawaten. Et cette zone fait frontière avec l'Algérie. Donc, c'est dans ce cadre-là que le Mali a commencé à faire des frappes vraiment sur ces groupes armés-là. Donc, c'est dans ce cadre-là que le Mali, à travers ces aéronefs, des drones, donc à travers ça, qui faisait ces frappes-là. Donc, visiblement, l'Algérie, on peut dire que l'Algérie n'aimait pas ces actes, qui considèrent ça comme une violation contre les habitants de ces zones-là. Mais ce sont des Maliens, ce ne sont pas des Algériens. Oui, ce ne sont pas des Algériens, parce que l'Algérie considère, sur le plan culturel, les habitants de ces zones comme l'un de ces peuples. D'ailleurs, c'est qu'il y a de l'ingérence du côté de l'Algérie vis-à-vis du Mali. Et d'ailleurs, ces actes qui ont été condamnés et contestés par la République du Mali. Oui, mais attends, je vais revenir vers vous. Larba, et que l'Algérie commence à inventer, je ne sais pas, un prétexte culturel ou quoi, ce sont des Maliens tout simplement. Il y a des Maliens ici par exemple qui ont un certain trait culturel avec des Guinéens ou bien avec des Sénégalais, mais ça ne donne pas le droit par exemple au Mali de s'ingérer dans les affaires internes de la Guinée ou bien du Sénégal. Pourquoi l'Algérie doit agresser les Mali jusqu'à abattre un drone malien en territoire malien? Est-ce qu'on devrait arriver jusqu'à ce niveau? Bon, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que nous devrions arriver jusqu'à ce niveau. Parce que, certes, il y a des populations au niveau du nord du Mali qui ont un trait caractéristique des populations de l'Algérie aussi. Mais je pense que le problème, c'est d'ordre économique. Je pense surtout que le problème est d'ordre économique. Parce que nul n'ignore que le Mali regorge des ressources très très importantes à ce niveau. Le bassin de Taoudéni. Le bassin de Taoudéni qui fait de part et d'autre, qui a un pourcentage quand même assez élevé qui se trouve au Mali. Et l'Algérie veut faire mainmise à travers. Pour pouvoir faire une mainmise, il faut avancer un prétexte. Je ne peux pas venir tout simplement et me faire mainmise sur un territoire voisin, sur un territoire frontalier. Je dois avancer un prétexte d'abord. C'est de cela que l'Algérie est en train de se servir de la population, de la race qui est là-bas pour essayer de faire même mise aux ressources du Mali. Je me rappelle bien lors du discours de notre président Assimi Goïta, le général d'armée, il a mentionné ceci: lorsque vous partez acheter au niveau des Émirats arabes unis et autres, ça vient tout simplement du Mali.
Et puis on peut mettre l'accent aussi sur le fait que l'Algérie a commencé à réouvrir ses mines d'or. D'accord? Ça veut dire que le mine d'or du Mali, ce n'est plus accessible. Donc, du coup, ils sont obligés de faire recours à leurs propres ressources minières pour pouvoir avancer économiquement. Donc, moi, je pense que le problème aussi est d'ordre économique. Amadou Kone, oui. l'ARBA avance plutôt une raison économique de l'agression algérienne contre les territoires de l'État souverain du Mali. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la raison, elle est multiforme. Donc, la raison économique aussi. Mais la principale raison serait quoi? Oui, bon, on peut dire que la principale raison, d'abord, c'est une raison sécuritaire et économique, les deux à la fois. Et pourquoi économique? L'ARBA vient de dire que l'exploitation des ressources de façon inégale, c'est ce qui ne profite pas l'État malien. Donc, c'est un problème pour l'économie malienne. Ça, c'est un. La question qui est d'ordre sécuritaire, c'est quoi? L'Algérie ne veut pas qu'il y ait un apaisement sur cette zone-là. Donc, pour que dans les jours à venir, les groupes indépendantistes puissent avoir leur indépendance. Voilà, ça c'est le sous-étendue de cette histoire. Oui, mais ça revient à la même chose parce que si Alger pousse les groupes indépendantistes à avoir, une portion du territoire du Mali, c'est pour espérer en tout cas utiliser ces groupes séparatistes pour exploiter presque gratuitement les ressources du sous-sol du Mali. Justement. Ça revient encore à cette raison économique que notre cher Larba a avancé. Mais si on avance un peu plus, la plainte au niveau de la Cour internationale de la justice, est-ce qu'elle est recevable? Bon, moi je pense que la plainte est recevable dans la mesure où le Mali fait partie des 193 pays membres de l'ONU, ainsi que l'Algérie aussi. Et cette Cour a pour vocation entre les États de régler les litiges. Donc le Mali, dans un premier temps, a fait une communiqué après que l'aéronef a été abattu, dans lesquels vous avez les coordonnées. Les coordonnées pendant que les liaisons ont été perdues et les coordonnées pendant que les épaves ont été retrouvées. D'accord? Quand tu fais la comparaison entre ces deux coordonnées, tu vas te retrouver au Mali. Et la distance entre ces deux coordonnées, ça fait 441 mètres. Et l'Algérie, dans son communiqué, a avancé que ça fait quoi? 2 km à sa frontière. À l'intérieur de son territoire. À l'intérieur de son territoire, chose qui n'est pas vraie. Parce que si c'était le cas, l'Algérie aurait récupéré les épaves. Et nous sommes au courant que les épaves sont à la disposition du Mali. Donc je vais me permettre de vous donner maintenant la position lors de la coupure de liaison entre l'aéronef et les opérateurs au Mali, qui est 19 degrés 51 minutes 50.526 secondes nord, 2 degrés 53 minutes 36.099 secondes est, qui fait à peu près 10,2 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Maintenant, l'épave a été retrouvée au niveau des coordonnées qui suit 19 degrés 52 minutes 04.738 secondes nord, 2 degrés 53 minutes 38.101 secondes est, qui est à 9,5 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Et si vous remarquez bien, ces coordonnées ne sont pas tellement différentes. C'est juste pour vous dire que ça se trouve au niveau du Mali. Donc pour revenir à votre question selon laquelle si la plainte est recevable, moi je trouve que c'est recevable dans la mesure où l'Algérie et le Mali fait partie des 193 nations de l'ONU. Voilà. Or, la Cour internationale, c'est à vocation de régler les litiges entre les États. Ok. Et nous savons qu'elle a deux principales compétences contentieuses et puis consultatives. Amadou, vous avez quelque chose à ajouter sur la recevabilité de la plainte? Oui, comme mon frère vient de dire, d'abord la plainte elle est recevable techniquement, et parce que, comme il a si bien dit, le Mali et l'Algérie sont tous, les deux pays sont tous les membres de l'Organisation des Nations Unies. Donc, ça, c'est un point extrêmement important. Un, de deux aussi,
Et le Mali, à travers ses différents communiqués, a fait ressortir les coordonnées géographiques, comme mon co-débatteur vient de dire tout de suite. Donc, ces coordonnées géographiques montrent clairement que l'aéronef abattu était sur le sol malien. Et jusqu'à présent, l'Algérie a fait des communiqués, mais l'Algérie n'a pas fait sortir les détails techniques sur les coordonnées. Voilà, donc ils se sont limités seulement à dire que l'aéronef était à 2 km sur leur territoire. Donc, on ne peut pas se limiter vraiment à ces dits-là. Vraiment, il faut fournir encore plus de preuves. Et okay. Je pense qu'au niveau des juridictions compétentes, l'Algérie aura à faire fournir vraiment ces preuves. Ok. Mali-Algérie, ça ne va pas. Mali, oui. Algérie, Niger, ça ne va pas via le Mali, c'est-à-dire timidement. Oui. Algérie, Libye, c'est aussi tendu. Algérie, Maroc, on n'en parle pas. Selon toi, pourquoi l'Algérie est aussi en difficulté avec ses voisins? Bon, moi je trouve que c'est dû au comportement, je dirais, paternaliste de la gente algérienne. Et c'est surtout à l'ingérence. Et l'Algérie se voit comme étant le capitaine de la sous-région. Donc il s'ingère dans les affaires des autres États. Donc ça va de soi qu'il y a des voisins qui essayent de se libérer de ces joues. Par exemple, prenons le Mali. L'Algérie ne peut pas s'entendre avec le Mali parce que non seulement tu héberges les touristes qui viennent attaquer les Maliens, et aussi tu trouves un moyen d'abattre un aéronef qui coûte extrêmement cher. Et puis tu essayes de t'ingérer aussi. Et l'Algérie, vous avez suivi récemment avec moi le président Tebboune qui a essayé de se porter comme volontaire pour pouvoir parler dans la situation qui se trouve au Mali. Et le président a eu la réflexe de lui répondre que le problème du Mali, ça s'entretient entre les fils du Mali et pas avec quelqu'un d'autre à l'extérieur du Mali. Donc c'est ce que je peux ajouter par rapport à ça. Amadou, oui. Alger avance même son fameux accord. Je ne sais pas, cet accord-là, c'était pour les Maliens ou si finalement c'est pour l'Algérie, on ne comprend pas. Il y a quelque chose à dire par rapport à cette hostilité de la gente algérienne à l'égard de tous ses voisins presque. Parce qu'avec la Libye, ça ne va pas. Avec le Maroc, pareil. Avec le Mali, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe réellement? Oui, l'Algérie a du mal à s'attendre avec ses voisins parce que l'Algérie a une diplomatie vraiment très complexe et très sombre. Mm-hmm. Donc, quand on voit l'histoire du Sahara occidental, et l'Algérie est en train d'aider vraiment ces gens-là pour avoir leur autonomie. Donc, d'ailleurs, le Maroc est contre ça, et pas Maroc seulement, et même l'Occident est contre ces pratiques-là. Et ça ne s'arrête pas à ça seulement. Quand on vient au niveau du Mali, comme vous venez de dire sur l'accord d'Alger. Mais attends, je ne vais pas te couper, mais l'Occident, à travers la France, est complice de l'Algérie quand même dans cette histoire. Oui, bon, quand on regarde la vision de l'Occident sur cette histoire, l'Occident est en train de jouer le double jeu. D'un côté, ils font semblant d'aider l'Algérie, et d'autre côté, encore, ils collaborent avec le Maroc. Donc la preuve en est d'autre que même l'espion français qui a été arrêté au Burkina Faso. Donc le président français a eu vraiment des entretiens très importants avec le roi du Maroc pour que ces gens puissent avoir leur libération. Et sous caution de quoi? Et c'est sous caution de considérer le Sahara occidental comme une portion du Maroc. Donc c'est extrêmement important. Donc sur le dossier Algérie-Maroc, l'Occident joue un double jeu. Effectivement. Oui, là. Donc sur le plan national qui est du Mali, l'accord d'Alger, comme vous venez de signaler, donc, qui a été un accord entre le Mali et les groupes rebelles pour pouvoir trouver intérêt d'attendre entre ces deux entités du pays. Donc par le temps, c'est l'État malien qui a vu que l'application de cet accord-là vraiment ne ferait que compliquer la situation davantage. Donc le Mali a dénoncé cet accord-là et de chercher à remplacer cet accord avec un autre moyen qui est de Assise nationale de refondation, dans lequel
où tous les Maliens se sont réunis vraiment pour discuter au fond les problèmes du Mali. Donc du fait que l'accord d'Alger a été dénoncé de façon unilatérale selon l'Algérie, donc l'Algérie se trouve sur cette façade de se mettre contre tout ce qui est comme projet du Mali. Alors, l'accord d'Alger, nous on pensait que Algériens ou autres, là, c'était selon eux pour apporter la paix au Mali. Finalement, nous voyons que c'était un accord qui profitait à l'Algérie et non au Mali. Sinon, pourquoi Alger va rester collé à un document que le Mali a déjà mis dans la poubelle? Pourquoi? Ok, avant de venir au niveau de cet accord, vous avez tantôt parlé des complices. Oui. Moi, je pense que parmi les complices, on peut aussi citer la Mauritanie. Bien vrai, tout le monde sait que l'Occident fait partie des complices, des comploteurs. Parce que dans l'Occident, vous avez cité par exemple la France, bon, il y a les États-Unis, il y a aussi l'Italie. Si vous vous souvenez bien, ils ont été reçus, les groupes et même l'Espagne. Même l'Espagne, ils ont été reçus tout récemment au niveau de l'Italie. Ça, c'est un point que je voudrais souligner d'abord. Et ensuite, vous avez parlé un peu de l'ingérence de l'Algérie au sein des pays voisins. Maintenant, l'Algérie, il y a des indépendantistes au niveau de l'Algérie même, les Kabyles. Leur leader Ferhat Mehni, qui a été emprisonné, qui a été torturé, ils ont utilisé tous les moyens possibles pour le faire abandonner. Mais est-ce que le Mali a intervenu de près ou de loin dans cette affaire? Je ne pense pas. Donc, pour revenir à la question... Et sur l'accord d'Alger. Sur l'accord d'Alger. L'accord d'Alger, moi, je pense que ça profite à l'Algérie. Parce qu'au finish, l'accord d'Alger va finir avec une partition du Mali. Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire en cachette un peu, ils peuvent maintenant, si l'accord d'Alger est entré en vigueur, ils peuvent le faire à ciel ouvert, sans problème ou bien sans craindre quoi que ce soit. Mais nous savons qu'à cause de l'accord d'Alger, ils sont en train d'extraire nos ressources minières aurifères. Il y a aussi le pétrole et le gaz. Mais si l'accord d'Alger était en vigueur jusqu'à présent, ce moment allait trouver que les Algériens ne s'en cachent même pas. Ils vont le faire à ciel ouvert devant tout le monde. Donc je pense que les États et les autorités du Mali sont à féliciter le fait qu'ils ont déchiré cet accord-là. Et je pense que c'est une ligne droite qu'il faut maintenir. Ok. Amadou, nous revenons vers vous. Dans les bras de fer qui opposent le Mali à l'Algérie, nous avons vu les pays de l'AES faire bloc derrière le Mali. Les pays de l'AES qui ont d'ailleurs condamné l'attitude de l'Algérie. Nous avons, lors d'une interview d'ailleurs, son Excellence le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a même dénoncé ce comportement de l'Algérie, un comportement très agressif. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'Alger se donne le droit d'abattre un drone du Mali, détruire un drone qui était sur le point d'éliminer quand même d'importants chefs terroristes. Donc c'est comme si Alger empêche toute lutte contre le terrorisme. Bon, comment vous analysez l'attitude, en tout cas la politique adoptée par l'AES contre l'Algérie, contre les agissements de l'Algérie? Oui, d'abord, c'est très important de mentionner cette partie. Quand même, l'AES, c'est une organisation qui regroupe à son sein 3 États, le Mali, le Burkina et le Niger, vraiment qui ont décidé de prendre leur destin en main. Donc une lutte commune, et une vision commune et un combat commun. Donc c'est dans ce sens-là, ce regroupement qui a pour but vraiment de faire face à des menaces, qui fait face à des menaces venant de toutes parts. Donc une fois le problème qui a été connu, que le problème venant au niveau de l'Algérie maintenant, et que le problème a été identifié. Donc le problème qui se trouve au Mali, c'est un problème qui est d'ordre sécuritaire. Le problème du Niger, c'est le même problème. Et le problème de Burkina, c'est le même problème encore. Donc si nous voulons éradiquer ces problèmes-là, nous devons chercher à éliminer ces problèmes-là dès son origine. Donc maintenant... Donc la source, c'est l'Algérie. La source, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie et ses complices qui est derrière ça. Donc le Mali seul ne peut pas faire face à ces gens-là. Non, le Burkina seul ne peut pas faire face à ces gens-là.
Donc vraiment, il faut une alliance pour faire face. C'est la raison pour laquelle ces trois pays ont rappelé leur ambassadeur en Algérie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont rappelé leur ambassadeur en Algérie. Vraiment, c'est pour leur montrer leur mécontentement dans la gestion de ces conflits-là. Larba, un commentaire sur l'attitude de l'AES face à l'Algérie? Oui, effectivement, moi je trouve que l'attitude de l'AES est à féliciter parce que dans la mesure où il faut voir aussi le timing, parce que le Burkina et le Niger n'ont pas communiqué, mais ils n'ont pas posé d'acte d'abord. Qu'est-ce que le Burkina et le Niger a fait? Ils ont attendu que le Mali fasse le communiqué. Si vous vous rappelez bien, c'était avril 2025, le 6 précisément. Maintenant, c'est à la suite de ça, le 7 avril 2025, les trois pays de l'AES, ça veut dire qu'ils ont pris une décision ensemble. D'accord, c'est ce que moi je vois. Ils ont pris une décision ensemble pour maintenant rappeler leurs ambassadeurs, pas un à un, les trois ambassadeurs ensemble, pour les faire revenir au niveau de l'AES. Moi je trouve que c'est une situation qui est salutaire parce que quand vous dites que vous êtes ensemble pour mener un combat, donc vous devez le faire à bras le corps et sans demi-mesure. Et je pense que c'est ce que l'AES a montré comme preuve aux yeux de tout le monde entier. Voilà, c'est ce que je peux ajouter. Ok, merci. D'ailleurs, nous restons avec vous. Larba, parce que l'émission tire vers sa fin. C'est l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger qui posent des actes ensemble, qui agissent ensemble, qui communiquent ensemble. Longtemps, nous rêvons de cela. Parce que d'ailleurs, le guide Kadhafi a été éliminé pour ça, Thomas Sankara sans doute pour ça. Beaucoup de dirigeants africains ont été éliminés pour ça, c'est-à-dire l'unité africaine. Peut-on espérer, peut-on croire qu'un jour, ce modèle qu'au niveau de l'Est aujourd'hui peut s'étendre, peut s'étaler au niveau du reste de l'Afrique, c'est-à-dire nous permettre d'avoir une sorte des États-Unis, voire une vraie unité africaine. Est-ce que cela est possible? Oui, moi je pense que c'est possible dans la simple mesure qu'il y a, je peux dire qu'il y a une adhésion qui est quand même timide. Il y a beaucoup de pays de la sous-région qui partagent les mêmes idées que l'AES, mais qui par timidité ou bien je ne sais pas par peur ne veut pas s'afficher avec l'AES. Mais peur de qui? Peur par exemple des représailles des pays de l'oncle Sam et ses acolytes. Les Occidentaux. Les Occidentaux en un mot. Donc je pense que l'élan que l'AES a pris, tous les panafricanistes. Mais attends, une question. Ce sont les peuples qui ont peur ou bien ce sont les dirigeants qui ont peur? En fait, moi je trouve que ce sont les dirigeants qui ont peur parce que les peuples sont de cœur avec les pays de l'AES. Vous voyez sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, vous voyez les peuples autour de nous, à notre frontière, qui sont là, qui à chaque fois, beaucoup de panafricanisme, des influenceurs, qui à chaque fois qu'il y a une occasion de sortir pour montrer aux yeux du monde qu'ils sont avec de cœur, avec le peuple de l'AES, ils ne ratent pas ces occasions-là. La preuve en est qu'il y a eu un débat très récemment du panafricanisme. Donc, notre compagnon, il a tout mélangé par rapport à ça. Et puis, il a été recadré, par les gens de l'AES, non seulement la population de l'AES, et la population qui trouve que le combat de l'AES est légitime. Tous ces pays-là ont fait bloc derrière l'AES pour montrer aux yeux du monde que, franchement, la ligne de mire que l'AES a prise, il n'y a pas meilleure ligne de mire que ça. Donc, c'est le panafricanisme, je pense. Vous parlez d'un intervenant sur un plateau panafricain qui a été recadré. Voilà, justement. Ok. Amadou, vous ajoutez quelque chose? Oui, comme il vient de dire, de façon théorique, il est possible que l'Afrique puisse s'unir pour former une armée et faire face à des menaces. Ça, c'est le plan théorique. Mais sur le plan pratique, moi, je pense que c'est impossible. Parce que pourquoi? L'Afrique aujourd'hui est confrontée par les organisations africaines, non seulement l'Union africaine, la CEDEAO, sont confrontées aujourd'hui à des problèmes de financement. 70% des actions de ces organisations africaines dépendent aux ZSCR, soit par l'Union européenne, soit par la Chine et soit par les Nations Unies.
D'ailleurs, c'est ce qui fait vraiment le frein. Donc, tout le monde sait que c'est lui qui finance là. Donc, la dernière décision lui revient. Donc, le fait que l'Afrique n'a pas de moyens vraiment de financer vraiment ses économies, de financer la formation de ses militaires, vraiment, il va avoir très difficile de mettre en place vraiment une armée vraiment qui peut faire face à ces menaces-là. Oui, mais je voudrais ajouter un peu par rapport à l'unité de l'Afrique. Est-ce qu'on peut espérer une unité de l'Afrique? Bon, moi je trouve que l'unité de l'Afrique, je pense que ça va se faire dans l'état d'esprit. Vous avez une population africaine qui est, je dirais, partagée entre deux états d'esprit. Par exemple, si vous prenez l'exemple sur l'Algérie, l'Algérie a essayé de tout mettre en œuvre pour isoler le Niger de l'AES avec des manœuvres sordides. Donc, le Niger n'est pas rentré dans ce jeu. Donc, il y a une dynamique qui est là. Des gens qui essayent à défendre leurs propres intérêts au détriment des intérêts des pays auxquels ils font frontière. Il faut reconnaître, même si vous n'êtes pas de même race que nous sommes dans le même continent. Donc ça va de soi, vous devez quand même être, au lieu d'essayer de disloquer les gens, de partager, vous devez être à mesure, comme l'Algérie aime à le faire prôner devant tout le monde. D'ailleurs, même le fait que le Mali ait posé ces plaintes-là, ça va discréditer beaucoup l'Algérie. Il essaie de montrer aux yeux du monde que lui, il est là pour chercher la paix. Alors que dans les actes, dans les faits, tel n'est pas le cas. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Amadou, oui. Tu dis théoriquement l'unité africaine est possible, mais dans les faits, c'est-à-dire sur le plan pratique, c'est impossible. Oui. Mais nous autres, nous travaillons pour vraiment l'unité africaine. Comment c'est possible? Peut-être difficile ou... si c'est impossible, d'accord, mais partons de ces principes. Que faut-il faire pour que cela soit possible? Bon, vraiment, ce qu'il faut faire, d'abord, moi je pense que l'AES c'est un exemple frappant. Donc, vraiment, tous les pays qui sont sincères et qui se voient dans l'idéologie de l'AES peuvent venir rejoindre l'AES. Aujourd'hui, l'AES est un bloc vraiment très constitué, très fort, vraiment, qui défend vraiment ses lignes et ses politiques. Et aussi, c'est moins de développement. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si il peut y avoir une force en Afrique aujourd'hui, vraiment qui a déjà pris la route, maintenant, moi, je pense que c'est l'AES. Donc maintenant, nous invitons à tous les pays africains vraiment qui veulent l'indépendance sur le plan militaire, sur le plan économique, vraiment qui viennent adhérer. Oui, bon, nous arrivons au terme de cette émission, mais nous ne saurons quitter cette émission sans parler un peu du président Tebboune, parce que c'est lui qui, matin, midi, soir, il nous dit souvent que les Russes ne doivent pas accompagner l'armée malienne, les Maliens doivent faire ceci au nord et autres, comme s'il était un Malien. Je ne comprends pas bien. Qu'est-ce qu'il faut dire sur le président Tebboune? Bon, moi, je trouve que le président Tebboune, c'est un pantin à la solde de l'Occident. Oui. L'enfant, le fils de Tebboune a été pris en faisant un trafic de drogue. Il y a beaucoup de généraux qui se trouvent en Algérie qui font ce même trafic-là. Donc, il est là seulement, c'est juste un figurant. Donc, il est là, il sort, il parle, on dirait un perroquet. Donc, le Tebboune, je pense qu'il n'a même pas le carrure nécessaire pour dire quoi que ce soit aux Maliens ou bien sur la situation du Mali. C'est ce que je trouve. Amadou, tu ajoutes quelque chose sur Tebboune? Bon, moi je pense que le Tebboune, c'est un président qui est là comme ça, par la forme. Un figurant. Mais qui dirige réellement l'Algérie dans ces cas? C'est l'armée algérienne qui dirige. Donc le général Chegrian. Effectivement. Donc il est là seulement à faire des fausses déclarations, parfois qui est en porte-à-faux avec des déclarations des militaires. Donc c'est ça qu'on a constaté depuis fort longtemps. Vraiment, en réalité, c'est lui, il ne gère pas le pays. Ok. Oui. Merci beaucoup, peuple d'Afrique. Nous arrivons au terme de cette émission. Nos deux jeunes qui sont avec nous, peut-être il y a un qui est à sa deuxième fois sur un plateau, l'autre là c'est sa première fois, Amadou, et qui a de très bonnes idées, mais accordez-nous ces bénéfices des doutes et autres. Je pense que c'est des gens qui vont s'améliorer très rapidement. L'objectif d'African TV aussi, c'est de contribuer surtout au renforcement des capacités très rapides de plusieurs jeunes, les lancer, parce que le monde aujourd'hui n'a pas de pitié. L'Afrique doit avoir suffisamment de jeunes capables de la défendre partout où c'est possible. Et parmi ces jeunes,
compter sur notre cher ami, M. Amadou Kone, et surtout sur son co-débatteur, M. Larba Baraya. Sur ce, nous vous disons merci et restez branchés sur Africain TV. Et si vous êtes des voyages ou bien des passages à Bamako, vous êtes africain, n'hésitez pas une seconde, contactez-nous sur les numéros qui vont s'afficher au niveau de la page. Vous serez reçus sur ces plateaux et vous aurez à dire ce que vous avez à dire, apporter votre analyse sur les différents problèmes africains d'aujourd'hui. Nous vous remercions et à très bientôt.